Alors aujourd'hui, on va décortiquer l'histoire d'un véritable séisme dans le monde de la pensée économique. Un basculement qui s'est produit au XXe siècle. C'est une révolution intellectuelle qui a complètement changé les règles du jeu, qui a redéfini le rôle de l'État dans l'économie et dont les conséquences se font sentir encore maintenant. C'est vraiment l'histoire de la chute d'une idée dominante et de l'ascension d'une autre, radicalement opposée. Tout part de là, de cette opposition frontale. D'un côté, on avait la conviction que le gouvernement, c'était le pilote aux commandes de l'avion économique. De l'autre, une nouvelle idée qui émerge. Et si le pilote était en fait la cause des turbulences? Alors la grande question, c'est comment a-t-on pu passer de la première croyance à la seconde en seulement quelques dizaines d'années? C'est ce qu'on va voir ensemble. Ok, pour bien comprendre, il faut qu'on rembobine un peu. Après la Seconde Guerre mondiale, le monde économique était sous l'influence d'un seul homme, ou presque, John Maynard Keynes. Son idée centrale, qui était devenue la norme, c'était que l'État devait absolument intervenir pour garantir que l'économie tourne rond, pour assurer la stabilité et la prospérité. Cette période, c'est ce qu'on appelle en France les 30 glorieuses. C'était vraiment l'apogée de cette philosophie. Les gouvernements se voyaient un peu comme des mécaniciens de l'économie. S'il y avait un peu trop de chômage, hop, un coup d'accélérateur avec des dépenses publiques. Si l'inflation menaçait de déraper, eh bien on mettait un coup de frein en resserrant le crédit. C'était ça, la fameuse politique du stop and go. Et pendant un temps, ça a eu l'air de fonctionner à la perfection. Et puis, tout s'est grippé. Dans les années 70, le beau mécanisme s'est enrayé. Un nouveau monstre économique a fait son apparition. Un truc complètement inédit, face auquel les vieilles recettes keynésiennes étaient totalement impuissantes. Et c'est vraiment cet événement qui va tout faire basculer. Ce monstre, il a un nom, la stagflation. Le mot dit tout, c'est un mélange de stagnation et d'inflation. Imaginez le tableau, l'économie ne tourne plus, le chômage explose, et en même temps, le coût de la vie devient dingue. C'était le pire des deux mondes. Un vrai cauchemar pour le gouvernement. Et voilà la question qui a laissé tous les économistes perplexes. Comment est-ce possible? Logiquement, si les gens n'ont plus de travail, ils dépensent moins, donc les prix devraient baisser, non? Mais là, c'était tout l'inverse. Ça n'avait aucun sens. C'était un bug monumental dans la matrice économique de l'époque. Et ce bug, il a fait planter tout le logiciel keynésien. Pour les keynésiens, l'inflation et le chômage, c'était les deux plateaux d'une balance. Quand l'un monte, l'autre descend. C'était impossible autrement. L'inflation, c'était le signe d'une économie en surchauffe, le chômage, celui d'une économie au ralenti. Avoir les deux en même temps, c'était comme avoir chaud et froid simultanément. Le système d'exploitation ne répondait plus. Et c'est au milieu de cette crise, de cette confusion générale, qu'un challenger sort de l'ombre, Milton Friedman. Il faut savoir que lui et d'autres penseurs libéraux y préparaient leur contre-attaque au keynésianisme depuis des années. La stagflation, pour eux, c'était l'occasion rêvée de monter sur le ring. La première attaque de Friedman, elle vise le cœur du réacteur keynésien, la relance par la consommation. Keynes disait, en gros, si on donne plus d'argent aux gens, ils vont le dépenser tout de suite. Friedman lui répond, attendez, c'est pas si simple. Il développe ce qu'il appelle l'hypothèse du revenu permanent. L'idée, c'est que nos dépenses ne dépendent pas de notre paye du mois, mais de ce qu'on s'attend à gagner sur le long terme, sur toute notre vie. Une petite baisse d'impôts ponctuelle, ça ne va pas changer fondamentalement notre train de vie. Et si c'est vrai, alors une bonne partie des politiques de relance devient inutile. Et puis il y a la deuxième attaque, encore plus dévastatrice. Friedman s'en prend à l'idée qu'on peut faire baisser le chômage en acceptant un peu plus d'inflation. Pour lui, tout ça n'est qu'une illusion monétaire. Voilà le scénario. Le gouvernement injecte de l'argent, les prix grimpent, les entreprises voient leurs profits gonfler plus vite que les salaires, alors elles embauchent, le chômage baisse, super, sauf que c'est un mirage. Très vite, les salariés se rendent compte que leur pouvoir d'achat a fondu, ils demandent alors des augmentations pour compenser, et là les salaires réels remontent, et le chômage, il revient à la case départ. Et cette phrase de Friedman, prononcée en 1968, résume tout. C'est le point clé. Ce qu'il dit, c'est que oui, le gouvernement peut peut-être créer une petite amélioration à court terme, mais c'est un marché de dupes. Le prix à payer, c'est une inflation plus élevée, et au final, aucun gain durable sur le chômage. C'était un coup de poignard en plein cœur de la politique keynésienne. On pourrait penser que le match était plié. Mais en fait, non. Une nouvelle vague de penseurs arrive, les nouveaux classiques, avec des gens comme Robert Lucas. Et pour eux, Friedman n'était pas allé assez loin. Ils vont pousser la logique à son extrême. La différence entre les deux, elle est fondamentale. Pour Friedman, les gens sont adaptatifs, c'est-à-dire qu'ils conduisent en regardant dans le rétroviseur. Ils s'ajustent en fonction de l'inflation qu'ils ont déjà subie. Pour Lucas, non, les gens sont rationnels, ils conduisent en regardant à travers le pare-brise. Ils utilisent toutes les infos qu'ils ont pour anticiper ce que le gouvernement va faire, ils ne se laissent plus avoir, même temporairement. Et la conclusion de cette idée est absolument terrible pour l'intervention de l'État. Ça veut dire que si le gouvernement annonce une politique de relance, les gens se disent tout de suite « Ah ok, ils vont créer de l'inflation ». Et ils ajustent leur comportement immédiatement, en demandant des hausses de salaire préventives par exemple.
Le résultat? La politique est neutralisée avant même d'avoir le moindre effet. L'illusion monétaire ne marche plus du tout. Alors, cette citation de Lucas est assez provocatrice, c'est vrai, mais elle illustre parfaitement ce changement de mentalité. Le chômage n'est plus vu seulement comme une panne de l'économie que l'État doit réparer, on introduit l'idée que c'est aussi le résultat de choix individuels sur le marché du travail. C'est un virage à 180 degrés par rapport à la vision de Keynes. Bon, toute cette bataille d'idées n'est pas juste restée dans les amphithéâtres. Elle a eu des conséquences bien réelles. Elle a complètement transformé la manière dont nos économies sont gérées depuis des décennies. Voyons un peu l'héritage de cette contre-révolution. Cet héritage, en fait, il est partout autour de nous. L'idée que la politique monétaire doit être gérée par des banques centrales indépendantes à l'abri des pressions politiques, ça vient directement de là. Le fait que la mission numéro 1 de ces banques soit devenue la lutte contre l'inflation, c'est la conséquence directe de cette révolution. Et bien sûr, tout ça a été mis en musique par des dirigeants politiques comme Margaret Thatcher en Grande-Bretagne ou Ronald Reagan aux États-Unis, qui ont remodelé leur pays selon ces nouveaux principes. Ce qui nous amène à la question finale. Après la crise financière de 2008 et plus récemment avec la pandémie de Covid, on a vu les États revenir en force, dépenser sans compter pour soutenir l'économie. Alors, est-ce qu'on est en train d'assister à la fin de cette ère? Est-ce qu'on est à l'aube d'un nouveau grand renversement avec un retour des idées keynésiennes? Ou est-ce que malgré tout, on vit toujours dans le monde que Friedman et Lucas ont construit? C'est toute la question que cette histoire nous laisse